Oui. Bonjour à toutes et tous et merci à la ville de Grenoble. Et pardon, je ne vais pas parler de Grenoble, mais je vais parler des femmes pauvres parisiennes en voyant ce que leur action et leur parole surtout a pu faire changer dans la société, histoire de les rendre visibles, ce que nous essayons de faire en parlant de matrimoine. Parce que de fait, la double peine des femmes pauvres est claire sur l'histoire des femmes en général, mais quand on traite de la Révolution, sur l'histoire de la Révolution française, sur son déroulement et son héritage, donc son matrimoine. Depuis une cinquantaine d'années, des historiennes ont décidé de chercher les femmes du peuple dans l'histoire et les ont trouvées. Non seulement on les a trouvées, mais la mise au jour de leurs actions a aussi permis de mieux connaître et comprendre le mouvement général de transformation de notre société. Michelet avait écrit que les femmes étaient généralement celles qui ont fait avorter les révolutions. Mais il leur reconnaissait quand même, à son corps défendant, je pense, un rôle effectif dans celle de 1789, quand il écrivait à propos de la marche des femmes sur Versailles, « Si les hommes ont pris la Bastille royale, les femmes ont pris la royauté elle-même. » Alors, ces femmes pauvres, on les découvre dans les archives, sans que leur présence ne soit forcément indiquée dans les notices ou que la richesse du contenu qu'elles recèlent n'apparaisse d'emblée. Je prends l'exemple de la sous-série F15, j'en ai parlé avec Edith, où on trouve des pétitions des femmes nécessiteuses, celles des ateliers de filature, ou encore des revendications qu'expriment des femmes pauvres qui sont admises au titre de leur pauvreté dans les hospices, comme les 15-20, où on trouve aussi des informations sur les filles mères ou les enfants trouvés. Là encore, dans ces archives nationales, qu'on va trouver des listes de femmes secourues qui nous apprennent qui elles sont, comment elles vivent, ce qu'elles font, sans que le mot « femme » n'apparaisse jamais dans les notices de ces sous-séries. Donc, il faut les chercher, hein, on les a trouvées. Alors, il y a d'autres sources, évidemment, je ne vais pas vous les détailler, mais en fait, cette sous-série F15, d'autres, à la préfecture de police de Paris, aux archives de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, nous permettent donc de voir ces femmes pauvres de Paris, excusez-moi, pour les Grenobloises et les Grenoblois, on les voit vivre, revendiquer, agir, obtenir et perdre. Ça sera ma dernière partie. Je vous exprimerai ça en trois parties. D'abord, en essayant de faire un peu leur connaissance, en voir en quoi leur parole qu'elles vont exprimer, qu'elles expriment, s'inscrit dans des écrits, mais aussi dans des actes. Et enfin, on tentera de voir ce qu'elles ont influé à la société française. Alors, qui parle ? Eh bien, ce sont celles qui n'ont pas assez de ressources pour vivre dignement, qui sont mal logées et souvent abandonnées, avec des enfants. Quand on prend cet exemple de Paris, on constate le nombre important de femmes pauvres qui arrivent des autres régions, il y en a peut-être de Grenoble, et se trouvent confrontées à un manque de logement. Et ces femmes subissent une situation de pauvreté en subissant une aggravation de leur situation du fait de leur genre. À la veille de la Révolution, au dépôt de mendicité de Saint-Denis, par exemple, on compte 1061 femmes pour 140 hommes. Dans les faubourgs Saint-Martin et Saint-Denis, elles arrivent dans des logements temporaires, ce qu'on appelle les garnis, qui sont souvent constitués d'une pièce unique. Ça coûte 48 à 72 livres par an à leurs locataires. Or, pour se chauffer,
il fallait compter l'équivalent de 15 jours de travail pour une stère de bois. Et je voudrais vous faire parler la veuve Sejean, qui écrit au maire de Paris en 1792 pour lui dire « Mes enfants ainsi que moi couchent sur la paille, point de vêtements, point d'état. » Ou encore Nicole Damois qui déclare qu'elle doit 5 mois et demi et une demi-année de loyer à ce propriétaire. Les femmes ont toujours travaillé, et pas seulement dans la réalité. Mais à Paris, elles sont le plus souvent ouvrières, sous-payées, avec des conditions de travail très difficiles. Ce sont elles qui grossissent les rangs des femmes pauvres. Elles sont présentes dans les secteurs les moins qualifiés, avec des salaires inférieurs à ceux des hommes, qui rendent donc très difficile la possibilité de subsister à une femme seule. Dans les manufactures du Faubourg Saint-Marcel ou Saint-Antoine, les femmes touchent 15 sols par jour en moyenne, alors que les hommes en touchaient le double. Le pain coûtait à Paris 3 sols la livre, et il fallait compter 1,5 livre par jour de pain pour se nourrir. Alors, le sort de celles qui travaillent est difficile, mais le sort de celles qui ne travaillent pas l'est encore pire. À la suite d'une adresse du maire Bailly à l'Assemblée nationale, pour tenir compte de cet état, de fait, l'Assemblée constituante va créer des ateliers de filature pour offrir du travail aux femmes pauvres de Paris le 30 mai 1790. Sur la rive gauche, rue Saint-Jacques, les Jacobins, au nord de la ville, rue Faubourg-Saint-Martin, les Récollets. Les salaires de ces femmes sont inférieurs encore à la moyenne dont je vous ai parlé, et notamment avec l'obligation donnée par un rapport du département de Paris du 30 octobre 90, donc quelques mois après la création de ces ateliers, pour imposer que le salaire dans les ateliers publics soit inférieur à celui existant dans les manufactures privées. Alors, quelle est cette parole de ces femmes ? Il y a une brochure qui circule en 1790, dite d'une pauvre javotte, qui parle en leur nom. Des historiennes, comme Sabine Juratic, ont qualifié cette brochure d'inspiration contre-révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui se dit là-dedans ? Il est dit que la Révolution n'a rien fait pour les pauvres femmes, en concluant son discours par cette demande, que l'Assemblée nationale daigne s'occuper du sort des pauvres femmes. On pourrait se dire qu'au contraire, l'expression de ces exigences les a conduits, ces femmes pauvres, à faire progresser la Révolution en nourrissant son processus d'un contenu populaire. Ces ouvrières des ateliers de filature qui viennent d'être ouverts en mai, dès qu'ils ouvrent ces ateliers, elles expriment ce qu'elles veulent et elles revendiquent sur leurs conditions de travail, pour donner leur opinion sur la hiérarchie, pour demander des augmentations de salaire. Bon, dès novembre 90, elles vont aller en délégation pour commencer à faire part de leurs revendications et, pendant 3 ans, vont écrire des pétitions collectives, surtout en l'an 2 et en l'an 3. Et elles tiennent, dans l'expression de ces exigences, à s'inscrire dans le processus révolutionnaire, comme par exemple cette pétition des ouvrières de l'atelier des Jacobins en Floréal l'an 2 qui dit « Citoyens », en s'adressant donc à la Convention. L'oppression est au dernier degré et nos réclamations faites à l'administration en différentes fois sont devenues illusoires. Les mères de famille chargées de 4 et 6 enfants ne peuvent plus vivre par la modicité du prix de leur coton. C'est à vous, républicains, que nous venons déposer nos peines et vous demander justice
de tous les abus qui règnent dans les ateliers des filatures des ci-devant jacobins. Vous êtes justes, républicains, nous espérons tout de vous, que vous ferez tout pour adoucir notre peine. » Alors dans ce cas, comme à d'autres occasions, elles utilisent aussi les organismes de la démocratie directe pour appuyer leurs demandes, quand les réponses qui sont apportées ne les satisfont pas. Par rapport à cette pétition dont je viens de vous parler, elles appellent par exemple la Société populaire, Chalier et Amis du peuple, pour les aider à obtenir satisfaction. Société qui va établir un rapport, qui va soutenir leur volonté d'augmenter les salaires et qui, disent les rapporteurs, en s'engageant à les soutenir, notent ces rapporteurs leur participation au processus révolutionnaire, puisqu'ils disent que lors de leur annonce de ce qu'ils avaient dit, ils ont entendu, je les cite, un cri de « Vive la République, vive la nation » qui sont partis de tous les coins de l'atelier. Alors, on trouve aussi leurs paroles, là où on pourrait moins s'y attendre, qui sont dans les déclarations de grossesse qui sont faites dans les commissariats. Ça, ce n'est pas chez Edith qu'on l'a vu, mais dans les archives de la préfecture de police. Le contenu des déclarations de grossesse affiche, et c'est très intéressant, des propos différents selon la date à laquelle elles sont faites, en fonction de ce qu'elles estiment pouvoir attendre de telle ou telle loi. C'est le cas pour les effets de la loi de 92 sur le divorce ou celle qui détermine le mode du contenu de l'état civil de la même époque. Mais aussi celle sur les lois, sur les enfants nés hors mariage du 4 juin 93 ou du 2 novembre 93, ou encore les lois des 19 mars et 28 juin sur les secours aux femmes déshéritées, et notamment les mères célibataires. Durant les années antérieures à ces lois, les femmes dans ces déclarations de grossesse se rendent dans les commissariats, mais elles utilisent d'autres arguments, des arguments de moralité, comme celui de défendre son honneur. C'est par exemple le cas d'Angélique Rose Sauveau, ouvrière en mode, qui, le 16 avril 1791, dit souhaiter, je la cite, poursuivre le sieur Villemain pour réparation de la perte de son honneur et pour obtenir de lui dommages et intérêts qu'elle est en droit d'attendre qu'elle est en droit d'attendre de la justice. Les années suivantes, je le disais, elles font référence à la loi qui prévoit l'attribution de 18 livres pour frais de couche à la future mère, ou encore concernant l'état civil, qui oblige dès le premier article du titre 3 à déclarer les naissances, y compris lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée. Il y en a d'autres, mais bon, comme on est pressé, je ne vous les dis pas toutes. Alors, autre exercice de leurs paroles, c'est celle qu'elles expriment aussi dans les rassemblements de rue sur les subsistances, où elles développent une forme de militantisme politique où se mêlent les revendications du quotidien avec les choix qui valent pour toute la société. Elles sont aux portes des commerçants, manifestent contre la cherté des prix et des denrées de première nécessité. Ce sont la plupart du temps des actions collectives, relativement spontanées, mais non seulement elles ne procèdent pas à des pillages, comme on a pu l'entendre, mais elles organisent des ventes à la place du commerçant devant chez qui elles manifestent à un prix inférieur à celui exigé par ce même commerçant. 3 exemples. 25 janvier 93, devant les épiciers chandeliers d'un arrondissement de la section des 15-20, les femmes se font donner le sucre à 20 sols la livre, alors qu'à l'époque, il pouvait être vendu 5 fois plus cher. Au port Saint-Nicolas, en juin 93, elles ouvrent les caisses de savon qui sont présentes dans les bateaux à quai et offrent de payer le savon 15 sols au lieu de 28, comme cela pouvait arriver.
Et même en Fructidor, en Troyes, le 24, en septembre 95, elles arrêtent des marchandes qui voulaient vendre des pommes de terre trop chères. On parle des marchandes de la Halle. Elles réquisitionnent les sacs et les vendent à moindre coût aux participantes à cette action. Et sur les lieux de ces rassemblements, elles débattent des choix politiques nationaux, comme elles le font par exemple en l'an 2 après l'arrestation des principaux dirigeants cordeliers, en regrettant à haute voix, je les cite, que ce soit l'année des patriotes d'aller à la guillotine. Alors, qu'ont-elles fait changer ? Je dirais en premier lieu le contenu de l'exercice d'une citoyenneté singulière. Beaucoup de travaux ont traité de leur exclusion de la citoyenneté à travers leur exclusion du droit de vote. Mais, outre le fait qu'elles ne soient plus sujets, comme sous l'Ancien Régime, elles participent à la vie de ce qui est un lieu de vie politique et démocratique intense, les assemblées générales des 48 sections parisiennes, les sociétés populaires qui leur sont liées, et participent à la construction de revendications politiques comme celles qui ont été mises en œuvre avec les lois du maximum ou contre les agioteurs. Elles sont présentes dans les tribunes de la Convention et ça va aussi dans le même sens de la parole qui est critiquée, puisque les procès-verbaux de police disent, par exemple, à travers la séance du 31 mai et celle du 2 juin, je les cite, ces procès-verbaux, elles ont mis dans cette mission toute l'insolence possible. Les femmes s'écrièrent qu'il fallait faire sauter 1800 têtes pour que les choses aillent bien. Nombre d'entre elles, je le disais donc, exercent leur présence dans ces lieux avec un aller-retour militant avec le reste de leur vie hors convention, parce qu'elles rendent compte aux autres femmes, par exemple dans les rassemblements dits de subsistance, du contenu des débats politiques auxquels elles ont assisté et donnent leur opinion sur ces débats qui en sont issus. Alors, il n'est peut-être donc pas interdit de penser que les femmes pauvres à Paris non seulement n'étaient pas exclues de la citoyenneté, parce qu'elles sont intervenues dans le champ des décisions valant pour toute la société, mais aussi et surtout qu'elles ne s'en sont pas laissées exclure. Car, loin de se laisser manipuler ou réduire au silence, elles ne se sont pas privées d'exprimer leur volonté et leur choix politique, autant dans le champ social que sur d'autres terrains. Car deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'elles ont, pour faire changer la société, participé aussi à la création d'une politique de secours public qui a remplacé la charité privée qu'il pouvait y avoir sous l'Ancien Régime. Parce que sous l'Ancien Régime, les femmes pauvres, dites indigentes, étaient soumises au tout pouvoir de ceux qui voulaient bien leur accorder la charité, les soins, en l'occurrence l'Église, les sociétés philanthropiques. Et alors, il y a une citoyenne qui est un exemple intéressant de ce point de vue, c'est la citoyenne Lidel, aveugle, qui est accueillie à l'hospice des 15-20. Le 14 mars 1792, le chapitre, qui est toujours là, clérical, dessaisit, ce chapitre décide de virer, il n'y a pas d'autre mot, de cet hospice, cette citoyenne Lidel, parce qu'elle a osé se marier et avoir un enfant avec un soldat de la caserne de la Pépinière Saint-Honoré à côté. Elle résiste, elle va voir la section, et la Convention, le 20 février 1793, prononce un décret pour suspendre les poursuites à son encontre
et pour la faire réintégrer dans l'hospice des 15-20. En lancette, elle y sera toujours. Et alors, durant cette année 93, des décisions des femmes pauvres aussi peuvent être relevées, notamment celles qui sont à l'intérieur de la loi du 28 juin 93, avec le décret sur l'organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, vieillards et indigents. Dès le premier article de cette loi, il est dit « Les pères et mères qui n'ont pour toute ressource que le produit de leurs travaux ont droit au secours de la nation toutes les fois que le produit de ce travail n'est plus en proportion avec les besoins de leur famille. » Le conventionnel Meignet, qui présente le rapport pour faire adopter cette loi, pointe notamment le besoin de secourir les mères célibataires. Il dit « La société doit offrir à cet infortuné les soins et les secours tels que son état les sollicite. Son malheur lui donnerait seul son droit certain à la bienfaisance nationale. » Et sur l'ensemble de la loi, on peut voir les prémices d'une politique d'allocation familiale. Oui, ça date de ce moment-là, avec par exemple la création d'une allocation spéciale pour les mères célibataires. Toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même l'enfant dont elle sera enceinte et qui aura besoin des secours de la nation aura le droit de les réclamer. C'est aussi cette année 1793 que ce que l'on nomme aujourd'hui accouchement sous X sera créé avec l'établissement, je cite, « dans chaque district d'une maison où la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches et où le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera. » Alors, on trouve aussi la création d'un système de logement dans l'urgence des femmes démunies, notre 115 d'aujourd'hui que certains élus connaissent, avec l'arrêté du 23 Messidor en 2 du comité de salut public, pour que les femmes pauvres qui sont arrivées à Paris sans ressources soient logées et nourries dans chaque section pendant 3 jours, dans une maison désignée d'après la connaissance des mœurs et de la probité du propriétaire. On peut donc parler ici de changement de société dans le sens d'un mouvement vers l'émancipation des femmes et d'une lutte contre leur pauvreté. Mais si la perspective de ces changements est ouverte, d'autres changements vont intervenir qui n'iront pas forcément dans ce sens. Car la parole qu'elles expriment et la façon dont elles l'expriment peut aussi constituer un danger pour qui veut décider sans les personnes concernées, pour mettre en place une politique économique et sociale contraire à leurs intérêts. On a donc ces lois dont je vous ai parlé et d'autres, mais qui sont abolies sous le directoire et qui, comme l'indique Pierre Cernat, excusez-moi de faire référence à mon professeur, mais on est bien dans le fait que le programme d'aide sociale imaginé en 93 va être démantelé dès l'an 3 et que va se mettre une politique en place de centre radical qui va reposer sur le démantèlement de cette politique. La séparation du public et du privé pour les femmes, qui s'organise au XIXe siècle, n'est pas née avec la Révolution, mais bien à cause de cette Révolution et à cause de ce dont sont capables les femmes pauvres en termes d'agentivité révolutionnaire et de démonstration de leur capacité à défendre collectivement les intérêts de ceux et surtout de celles qui ont le moins. On ne peut pas éviter de parler du député Amar qui, pour justifier la fermeture des clubs féminins en octobre 1993, nous l'avait bien dit, je le cite, « Les fonctions privées auxquelles sont destinées les femmes par la nature même, on revient à la nature, tiennent à l'ordre général de la société. Cet ordre résulte de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. » Voilà, c'est tout. Et alors, ces propos, on les retrouve aussi dans la justification de la fermeture des ateliers
publics de filature à main-d'œuvre féminine, qui ont été donc ouverts en 90 et qui sont aussi fermés en juin 95. Le rapport de la commission des secours qui le propose précise, parce qu'on n'arrête pas le travail, hein, on ferme les ateliers, mais on continue à les faire travailler, il ne faut pas... Hein, voilà, précise que le travail à domicile, en retenant, je cite, les mères de famille au sein de leur ménage, permettra aux enfants qu'elles élèveront ainsi de contracter de bonne heure l'utile habitude d'être occupées sans exposer ni leur santé ni leurs mœurs à l'influence dangereuse des ateliers publics. Et le décret précise que cette fermeture était nécessaire du fait que, je le cite, le grand nombre d'individus de tout âge qu'ils réunissaient chaque jour ayant dans plusieurs occasions donné lieu à des troubles et des désordres inquiétants pour la tranquillité publique. Alors, on peut repérer dans la société française combien les femmes pauvres, bien que surexploitées et dominées, ont permis de créer des choix politiques qui, bien qu'impliqués par intermittence, restent des références pour toute la société contemporaine. Et, en revanche, les faire taire fut aussi une forme de prise en compte de leurs paroles pour procéder à des changements de société conformes aux intérêts de ceux qui la dirigeaient dorénavant. Ainsi, l'organisation et la réglementation de leur place au foyer permet de développer et de discerner le rapport à la propriété comme moyen de domination, d'abord dans le foyer, pour mieux dominer dans la société. Le Code civil de 1804 ancrera dans le marbre pour une très longue période ce rapport entre développement de la propriété privée et domination des femmes, en faisant que de la femme la propriété de son mari et surtout en instaurant son devoir d'obéissance. Voilà, j'ai fini. Voilà, est-ce qu'il y aurait un commentaire, une question sur cette communication pour clore la matinée? Oui. Merci pour cet exposé vraiment très intéressant et précis. Et voilà, on apprend énormément. Oui, j'aurais des questions un petit peu sur voilà, le rapport avec le monde du travail et aussi le monde finalement, du commerce ou des réquisitions de la part des femmes justement sur finalement les marchandises qui n'arrivent pas ou qui sont trop chères et qui aussi entretiennent cette société finalement marchande qui entretient aussi dans un milieu urbain l'extrême pauvreté. Donc, quelles sont un petit peu aussi les sources qui peut-être resteraient à exploiter pour avoir un regard aussi qui soit celui qu'on est en train de mettre en œuvre sur le matrimoine. Qu'est-ce qu'il y aurait un peu en termes de sources du point de vue d'une historienne, qu'on peut mobiliser peut-être en termes d'histoire urbaine déjà dans un premier temps? Effectivement, un des gros problèmes. Parce qu'en fait, ce dont je vous ai parlé sur par exemple, quand elles sont devant chez des commerçants et qu'elles donc, on va dire réquisitionnent, c'est pas le terme, mais bon, voilà, qu'elles réquisitionnent les marchandises et que donc aux femmes qui sont là, elles sont parfois plus d'une centaine à être là, hein, et donc, elles prennent la marchandise. Elles ne pillent pas, parce que j'ai entendu ça des fois dans des... Non, c'est pas du pillage. Elles le réquisitionnent et elles le revendent. C'est-à-dire, c'est pas du vol. Hein, bon, peut-être que les... Bon. Et donc, où on le trouve ça? Moi, je l'ai trouvé dans des rapports de police. C'est-à-dire que c'est les rédacteurs de ces procès-verbaux qui disent, voilà, elles ont fait ci, elles ont fait ça. Pour l'instant, je ne suis pas allée au-delà. Et en fait, on voit
par exemple, on a débattu lors du séminaire de l'IHRF avec Cathy Jarvis, qui a effectué un gros travail sur les marchandes de la halle. Et par exemple, Cathy Jarvis n'avait pas du tout les mêmes sources que moi. Parce que, évidemment, elle allait chercher, marchande de la halle, ce qui pouvait concerner le commerce. Elle n'a pas vu mes femmes. Moi, j'ai vu très peu les siennes en allant dans les rapports de police. Et dans ce que je disais de cette sous-série F15, où elles sont censées être absentes, alors que c'est là où elles écrivent, elles disent on a fait ci, on a vu ça à ce prix-là, mais là ça passera pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'est encore à voilà. Nous allons suivre, je crois, Jérôme Soldeville, qui va nous mener à l'ancienne mairie, si j'ai bien compris. Un tout petit mot. Finalement, avec Brigitte Dionnet, nous avons encore une troisième figure, et je m'en réjouis, du matrimoine. C'est-à-dire que nous avons donc une doctorante qui travaille, et là on voit que le matrimoine est pris dans une forme de théorisation. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'à partir de ces sources, elle se pose la question, donc, d'une découverte de nouvelles sources, et à partir de ces nouvelles sources, elle en produit une sorte de narrativité sur l'histoire des femmes pauvres et travailleuses dans Paris, qui l'amène à penser de façon théorique ce que pourrait être une nouvelle interprétation d'un fil directeur jusque-là invisible de l'histoire de la Révolution française, que l'on pourrait raccrocher autour du mot matrimoine. Donc c'est encore une troisième figure, et je crois qu'on avance pas à pas vers ce concept-là qui s'avère très très riche. Voilà, Jérôme Soldeville, on vous suit en file indienne. Très bien, merci à tous les membres pour cette matinée.